Le 1er mai 1975 naissait à Yaoundé un lion, un homme dont le nom est inscrit à jamais dans l'histoire du football camerounais et mondial, Marc Vivien Foué. Milieu de terrain infatigable, guerrier au cœur tendre, Marc, plus connu sous le nom de Marco, a porté haut les couleurs du Cameroun, de Lens, Lyon, West Ham ou encore Manchester City. Mais au-delà du joueur, il y avait un fils, un frère, un mari, un père, un ami. Un homme profondément aimé et tragiquement arraché à la vie le 26 juin 2003 sur un terrain de football. À l'occasion de ce qui aurait été son 50e anniversaire, nous vous proposons un moment d'intimité, de mémoire et d'émotion. Pour cela, nous donnons la parole à Joseph Ndo. Ensemble, ils ont porté haut les couleurs du Cameroun. Ensemble, ils ont partagé des instants de gloire, mais aussi des moments d'exception, pas seulement des événements, mais des instants suspendus, vrais, intenses. Aujourd'hui, Joseph Ndo nous ouvre son cœur pour parler de l'homme, du frère, du lion tombé trop tôt. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la rubrique Catherine Podcast spécial Marc Vivien Foué. Bonjour le père. C'est comment Katindo? Ça va bien le père. Là, dans l'introduction, là, j'ai suivi quelque chose il est né en 1975. Oui. Un jour, Janka l'appelle, Janka lui dit, grand, est-ce que il a regardé Janka? Il dit, c'est la malchance. Je suis ton grand. On n'a pas le même âge. Le père, peux-tu nous raconter ta première rencontre avec Marc Vivien Foué? La première rencontre, c'était dans le Canon. Il était l'une des superstars de l'équipe et on n'a jamais discuté. C'était juste bonsoir, bonjour, c'est tout. Et un jour, il y a eu un incident aux enchaînements. J'ai fait tomber Marco. Tu imagines ça? C'est-à-dire, je sais pas ce qui s'est passé. On était en train de jouer des petits jeux. À un moment donné, on m'a envoyé le ballon. Et j'ai protégé le ballon. Et Marco, il a cogné mon talon et il est tombé. Et le gars est tombé, il m'a seulement regardé, il s'est relevé, il a commencé à s'essuyer. Il n'a rien, il a commencé à s'essuyer. Mais moi, je connaissais le gars, je sais, il y a, Dangman, il me calcule déjà. Le gars il m'a cherché tout l'entraînement. C'est-à-dire que j'avais les yeux seulement en train de regarder que il faut pas que l'audio aussi vienne me finir là. Je regardais partout et à un moment donné, on m'envoie un ballon. Il était sûr qu'il m'a déjà coincé. Et pour dire vrai, je ne l'avais même pas vu venir. Et je sens comment le tacle arrive. Alors je pousse seulement le ballon avec la semelle. Je pousse le gars, il me tacle. Je saute, le ballon passe en dessous. Bien. Après ça, il n'a plus parce qu'il s'est dit que là, faut pas que j'aille tenter le petit si parce que. Non, il s'est dit que le petit si peut me sortir la honte ici, hein. Marco, tu faisais tomber Marco. Ah. Je t'ai dit qu'il a été calculé même pendant une semaine. Hein. Donc, ça c'était la première fois. Et puis, il est parti en Europe.
Et la fois où je l'ai encore vu, c'était à... Je me rappelle plus quelle année, mais c'était durant la période de Noël. Il jouait à Lens. Il y a un joueur dans le canon qui, à cette époque, il me dit, gars, Marco est là, Marco est arrivé. Je vais aller lui rendre visite. Tu viens avec moi? Je lui dis que, gars, le gars, ça dit que Marco est gentil, oui, mais c'est pas mon ami. On ne s'est jamais parlé. Je peux pas aller rendre visite à Marco, c'est pas mon pote. Le gars me dit que non, mais lui, il est mon pote. Comment lui, il est mon pote. Si il te dit qu'on part. Je lui ai dit que, gars, le gars, il a un pote. Je ne l'avais jamais vu marcher avec toi. Il me dit, je t'ai dit. Et le gars me dit que, mais, je dis, hein, on peut avoir, tu veux rien avoir pour les fêtes là. Et moi, j'avais mes 10 colos. Mes 10 000 pour la soirée. Parce que dans la soirée, dans la soirée, je devais sortir avec mes amis. Donc, il y avait mes 10 000 pour la soirée. Le gars me dit, non, viens, je te dis, il va débloquer la situation. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Tu payes le taxi. Il me dit, non, j'ai pas les dos, il faut que tu payes le taxi. D'accord, je paye le taxi, on arrive. Marco est dedans. C'était encore, je crois, c'était Essos. Oui. On nous fait asseoir. On attend. Marco sort, sans que le gars est fatigué. Il dit, ah, c'est comment? Ça va? Il dit, hey, Ndo, ça va? Il dit, ça va. La fois où il a encore parlé, c'est quand on lui disait, bon, nous on s'en va. Marco s'est assis. Il n'a plus dit un mot. Maintenant, le gars qui m'a amené, lui-même ne dit rien. Il ne dit plus rien. Je regarde le gars que, mais, tu n'as pas dit que le gars c'était ton pote? Le gars ne dit plus rien. On s'assoit, on se regarde. Après 10 minutes, le gars dit à Marco, bon gars, nous sommes juste venus te souhaiter la bienvenue. Nous, on va bouger là. Marco dit, ah, merci beaucoup. Et maintenant, dans ce jour-là, j'ai dépensé 5 colos. Il me restait plus que 5 000. Aïe! Oh là là! J'ai regardé le gars, j'ai dit, toi-même, qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai bien dit que le gars là, il ne ressemblait pas à quelqu'un qui était ton ami. Je t'ai bien dit ça. Tu m'as dit que... Donc, c'était la deuxième fois. Et puis la troisième fois, évidemment, à Garoua, pour les préparations en Coupe d'Afrique en 98. Et quel genre de relation avez-vous développé en sélection et même en dehors? C'est justement en 98, lors de la préparation de la Coupe d'Afrique au Burkina, qu'on s'est vraiment revus. Et là, on a été cochambriés. Parce qu'on était 2 par chambre. C'est là où j'ai découvert que mais ce gars, c'est un blagueur terrible. Il semble comme ça, mais le gars, il a ces histoires dormies debout. Des histoires dormies debout. Et ça a juste pris. Ça a pris. On passait des heures à parler. Il m'expliquait comment le business marche, comment le football. Et un jour, il y a quelque chose qui s'est passé. C'était entre Marco, Rigo et moi. Nous sommes à table. Et c'est aussi la première fois que je voyais Rigo. Et je demande à Marco en solo que... Marco, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit là que Rigo fume le njap? Parce que c'était le commentaire du quartier, non? Oui. Marco me dit, attends. Et il fait, Rigo, viens.
Il dit à Rigo, Rigo, mon petit demande que, est-ce que c'est vrai que tu fumes l'onjap? C'est-à-dire que Rigo m'a seulement regardé, là, secoué la tête. Je lui ai dit que, non, grand, c'est pas ce que... Ah, aïe, aïe. Les commentaires du quartier, hein, il faut pas mener ça partout. C'est-à-dire, tu sens que Rigo avait déjà suivi ces commentaires-là, même que ça lui disait plus rien. C'est-à-dire, il m'a seulement regardé la souris. J'ai dit à Margot que c'est comment, non? Comment tu peux faire, il te demande quelque chose en solo. Il me dit que, mais, toi, tu viens me demander, je suis Rigo. Rigo est là. Tu ne peux pas lui demander. Mais c'est à moi que toi, tu viens demander. Ah. Et de là, tout est parti, quoi. C'est-à-dire que c'est devenu un grand frère. C'est devenu un frère, c'est devenu un ami. Bon, au début, Marco voulait souvent intriguer. Il n'était pas bon à intriguer, mais il se battait. Mais seulement, il a trouvé un champion. Ah, je finissais seulement le gars. Je finissais Marco avec les intrigues. Un jour, il a dit que, mais c'est comment? Ok. Attends, tu vas voir. Il me disait, attends, tu vas voir. Un jour, il a amené un de ses cousins en fort. Ah, c'est pas vrai. Le cousin a commencé à m'intriguer. Quand j'ai ramassé le cousin, il s'est tué. Marco a regardé son cousin et dit, toi-même là, tu es venu faire quoi? Non, mais c'était extraordinaire. En équipe nationale, je me rappelle, il m'avait dit, parce qu'il m'appelait Pando. Il m'appelait Big Joe. Donc, la façon qu'on m'appelle à la maison, c'est comme ça qu'il m'appelle. Il me dit, Big Joe, ce que tu vas entendre dans la chambre reste dans la chambre. Au départ, je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire. Mais, quand j'ai commencé à voir les allées et venues dans la chambre, j'ai compris. C'était aller et venue constamment. Donc, et les gens venaient voir Marco, ils venaient parler avec Marco, ils venaient exposer certains problèmes. Et s'il fallait que je sorte de la chambre, chaque fois que quelqu'un venait, je n'allais jamais dormir dans la chambre. Donc, quand quelqu'un venait, au départ, quand ils arrivaient, ils voulaient parler, mais ils ne pouvaient pas. Ils faisaient un geste à Marco que, gars, on a envie de te parler là et tout. Donc, ils faisaient un geste comme pour dire à Marco que, est-ce qu'il peut me demander d'attendre dehors? Et après, Marco disait que, non, c'est bon, tu peux parler. Donc, il y avait, c'était un très grand leader. Marco était un très grand leader. J'ai beaucoup appris avec lui. Très, très grand leader. Mais d'une façon qu'on ne peut même pas imaginer. Marco, quand on se voit à Garoua, on commence à chatter, il me parle, il me donne un peu les conseils et tout. Et puis là, je constate que les mollets de Marco ont diminué. Parce que dans le canon, Marco avait de ces mollets. Moi, je lui disais souvent que, gars, tes mollets là sont comme les dames Jeanne. Il disait souvent que, Big Joe, laisse-moi tranquille, Parce que quand il portait les chaussettes, si tu reviens, mettre tes pieds dans les chaussettes, tes deux pieds ancrent. Ces mollets étaient énormes. Et puis je regarde quand je le revois à Garoua, hey, je vois comment c'est fin. Ce n'est plus élargi comme c'était. Je dis, il dit que, mes gars, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait? Il me dit que non, tu sais,
chaque fois après la saison, je prends 1 à 2 semaines en cure de thalasso. Donc, on enlève toutes les graisses et tout ça. Donc, c'est pour ça que tu vois ça, tu vois. Et Wow. il me dit, ça en coûte pas cher, c'est juste 3 millions. Donc, et moi, je joue encore à Garo, hein. Il me dit, c'est juste 3 millions. J'ai regardé, je lui ai dit, Marco, pourquoi vous êtes méchant comme ça? Je ne gagne même pas le quart de ce que tu es en train de dire là. Pourquoi tu veux m'envoyer aller voler? Juste pour aller faire les thalassos? Il me dit que, ouais, Big Joe, je comprends pas comment vous les gens vous êtes, hein. Tu m'as demandé pourquoi mes mollets ont diminué. Maintenant, je te dis, tu te fâches. Je t'ai dit que ça m'a coûté 3 millions, ça me coûte 3 millions chaque année. Pourquoi tu te fâches avec moi maintenant? Je lui ai dit que, Marco, je me fâche pas. Mais comment tu peux m'envoyer? Tu me dis que il faut que j'aille faire la thalasso. Je fais la thalasso que j'ai l'argent. Il me dit, mais est-ce que j'étais forcé? J'étais forcé. Si tu n'as pas, ne fais pas. Non, on passait des moments incroyables. Incroyables. Une fois, on avait un match à Yaoundé. L'équipe nationale avait un match à Yaoundé. Et on avait 2 matchs. Donc on a fait un premier match. Et le second match, je crois qu'on était sûr de se qualifier. Dans le second match, l'entraîneur est venu, il a donné certains noms qui ne va pas aligner durant le match, pour le match. Donc, on était peut-être 8 ou 9. J'étais parmi, Marco était aussi parmi. Donc, il nous a dit ça en début de semaine. Oui. Donc, même quand on partait s'entraîner, nous, on savait que bon, on va pas être dans la liste, tu vois. Oui. Parce qu'il voulait faire jouer les joueurs amateurs. Bien. Donc, maintenant, lundi, parce qu'il nous avait dit ça lundi. Et lundi soir, il nous a dit ça aux entraînements dans l'après-midi. Lundi soir, la belle-sœur de Marco était venue avec la mamie de coq et puis le sac de bâton. Oui. Non, c'est ça que nous on mangeait, petit déjeuner, dîner, c'est ça que nous on prenait. Quand on partait manger avec les autres, nous on ne mangeait pas. Mais on s'asseyait pas à table, on s'asseyait pas côte à côte parce que les gens allaient trouver que pourquoi les gens s'ils ne mangent pas. Et comme on ne voulait pas que les invités viennent, les autres gars viennent manger notre coq. Donc il fallait pas rester côte à côte. Alors, toute la semaine on mange le coq. Dimanche, le jour du match, on mange le coq le matin. Bien. Et on va maintenant à la réunion d'avant-match. Oui. Donc le coach donne l'équipe. Et là, je vois, le coach me met que je joue. Hey! J'ai dit ça, c'est quoi ça? Comment je vais faire pour enlever le coq? Et je vois Marco attrape ses mains, c'est-à-dire qu'il a envie de mourir de rire. Marco, c'est-à-dire qu'il se tord de rire seulement que... quand on finit, on arrive dans la chambre, j'ai dit que ça, c'est quoi ça? Aïe! Marco il était mort de rire. Le gars, il riait. Il disait que, Big Joe, tu es fini. On t'a dit que, avant la réunion de match, là, on avait peut-être pris 2 plats de coq chacun. Et avec les bâtons. Bah, tu es sûr que tu ne vas pas jouer? Ah! J'ai seulement dit que, oh là, je vais souffrir. Et, tu vois que c'est cette complicité-là. Oui. C'est pour ça que j'adorais aller à l'équipe nationale. Parce que je savais que Marco serait là. Et une fois que Marco n'était plus là, j'étais plus intéressé d'y aller. Mais pourquoi? Parce que cette complicité-là qu'on a... Non, mais pour moi, il y avait quelque chose qui manquait. Marco donnait une certaine saveur. Il donnait une certaine saveur.
Oui. Pour moi, une fois que Marco était parti, j'ai dit l'équipe nationale, moi, je mets plus mes plaies. Je n'avais pas de motivation d'aller à l'équipe nationale. Il n'y avait pas. Parce que j'allais partir et Marco ne serait pas là. Ah non. Parce qu'il y a une différence, par exemple, si Marco décidait d'arrêter le foot. Ça, c'est différent. Oui. Mais j'allais partir, Marco ne serait pas là. Donc pour moi, la dynamique avait changé avec l'équipe nationale. Parce que ce que tu dois aussi comprendre, c'est que l'équipe nationale n'a jamais été une finalité pour moi. Moi, c'était pour de jouer au foot. C'est tout. Si j'ancrais en équipe nationale, ce serait super. Mais si je n'ancrais pas, l'essentiel pour moi, c'était de jouer au foot. Je voulais jouer au foot, je voulais prendre du plaisir, je voulais donner du plaisir, je voulais m'amuser, je voulais me régaler. Mais une fois que je suis arrivé en équipe nationale, la dynamique a été différente. Pourquoi? Parce que Marco, c'est-à-dire que vous avez cette affinité-là. Vous aimez être ensemble. C'est-à-dire qu'à avant chaque rassemblement, vous commencez, ok gars, on va se voir, gars, machin, est-ce que tu vas venir, est-ce que tu vas venir? C'est-à-dire que notre chambre, c'était une discothèque. Il venait avec ses baffles, je venais avec mes baffles, on connectait tout. Fou, c'était une discothèque. L'idée que j'avais de l'équipe nationale, c'était plus ça. C'est-à-dire, je n'avais aucune envie d'y aller. Et ça n'a rien à voir avec ce qui se passait en équipe nationale. Non, c'est juste que Marco n'était plus là. Comment décrirais-tu Marc en tant qu'homme, au-delà du footballeur, en fait? C'était quelqu'un de fantastique. Il dit, sa priorité était toujours l'autre. C'est d'abord l'autre. Comment faire pour que l'autre puisse être à l'aise? C'est pour ça que beaucoup de jeunes l'aimaient, parce que ils savaient qu'ils pouvaient compter sur lui. Ils savaient qu'ils pouvaient lui dire tout et que ça n'allait jamais sortir. Ouais. C'était comme ça. Ouais, c'était quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance. Oui, quelqu'un de loyal. Quelqu'un de loyal. Et c'est quelqu'un qui aimait aussi beaucoup. Il avait un grand cœur. Il avait un très grand cœur. C'est quelqu'un de famille. Oui. S'il faut le résumer, c'est quelqu'un de famille. Que ce soit la famille biologique, que ce soit la famille qu'il a fondée, que ce soit la famille du football, que ce soit la famille amicale, c'est quelqu'un, c'est juste quelqu'un de famille. Et quel souvenir personnel ou une petite anecdote te revient spontanément? Il y a par exemple l'épisode de nous sommes à Kadji et à Kadji on prépare la Coupe d'Afrique et pour la première fois je rencontre Petit Pays. C'est grâce à Marco. Petit Pays était venu au stage voir Marco. J'ai dit Marco, tu connais Petit Pays? Il dit ah oui, je connais Petit Pays, non, je connais Petit Pays. Il dit gars, Petit Pays. Il dit ah je connais, non. Tu sais que le gars il frime même en solo quoi. C'est-à-dire il frime en solo. Et à ce stage-là, on avait eu je crois qu'on avait eu quartier libre un jour et Marco devait aller voir sa belle famille et ce jour-là moi j'avais autre chose, je devais aller ailleurs, donc je lui dis ok Marco on se voit plus tard. Il me dit d'accord et il me dit bon en tout cas je vais venir avec la nourriture. Je lui dis ok il n'y a pas de problème. Donc quand il revient dans la soirée. Marco entre avec 2 plastiques. Oui. Et les 2 plastiques, tout ce qu'il y avait dans les 2 plastiques, c'était un petit poisson et puis le mitumba. Mais je vois que les plastiques, il y a beaucoup de sachets qui sont vides. Oui. Je lui ai dit que mais Marco c'est comment? Il me dit ah Big Joe je m'excuse. Donc Marco était parti avec un de ses amis. Oui. Ils sont allés, ils ont mangé bien. Et puis maintenant, en retour,
Marco, donc, il prend donc les paquets que, gars, il y a Big Joe, parce que je connaissais c'est un membre de sa belle famille. Il y a Big Joe qui est là-bas, je vais lui apporter quelque chose. Il dit, OK. Donc, il m'explique qu'il monte dans la voiture. Maintenant, le gars qui l'avait accompagné, là, lui dit que, gars, Marco, j'ai encore faim. Et le gars commence à manger toute ma nourriture. Marco, j'ai dit à Marco que, mais, Marco, comment tu me fais les choses comme ça? Et il avait déjà mangé, non? Il me dit, mais oui, non. Mais il a dit qu'il avait encore faim, non? J'ai dit, mais, Marco, c'était pas sa nourriture. Il me dit, mais, tu vas laisser quelqu'un affamé? Ce jour-là, j'ai mangé le mitumba avec le poisson. Non, mais, on a vécu des choses incroyables. Tu sais que, une fois encore, nous sommes dans la chambre, je sais plus ce qu'on discute là, et puis je lui demande que, gars, comment va Mel F? Il me dit qui? Mel F. Il sait exactement de qui je parle. Il dit, mais, qui est Mel F? Je dis, mais, Marie-Louise Fouet. Sa femme, non? Oui. Marie-Louise Fouet. Il me regarde. Il dit, hein, Big Joe, la femme de qui est rappeuse? Je lui dis que, mais, comment tu dis qu'elle est rappeuse? Ce n'est pas Mel F. Il me dit, hein, Big Joe, je t'ai dit, hein, ma femme n'est pas rappeuse. Je lui dis, gars, dis donc, tu aimes trop ça. Il me dit, je t'ai dit à Big Joe, moi, il va aller dire au papa. Hein. Donc, lui, il faisait souvent, il me menaçait qu'il va aller dire au papa. Je lui dis que mon gars, tu sais quand même que je suis adulte, non? Tu vas aller dire à mon père et puis quoi? Il dit, moi je veux pas, Je lui dis, ok, d'accord. Comment va Marie-Louise? C'est pour dire Marie-Louise est là que tu n'arrivais pas. Et il faut dire qu'il aimait beaucoup sa femme. Énormément. Il m'en parlait souvent. Tu sais que Marco n'avait jamais fait son sac. C'est Marie-Louise qui faisait son sac. Il ne savait même pas. C'est-à-dire, il prenait son sac seulement pour aller jouer, mais il ne savait même pas ce qu'il y a dedans. Et c'est lui qui m'avait dit ça, que j'ai jamais fait mon sac. Marie-Louise s'occupait de tout. Oui. Il avait un très grand amour pour Marie-Louise. Très grand amour. Et la première fois que j'ai parlé avec Marie-Louise, c'était en 98, lorsque Marco s'était fait mal avant la Coupe du Monde. Oui. Donc Marco, quand il s'est fait mal, c'était quand même c'était dur parce que on avait rêvé de cette Coupe du Monde là, on avait rêvé de jouer contre le Brésil, c'était ça notre match. Ce match là, on va tout faire pour aller au second tour et jouer contre le Brésil. Et quand ça arrivait, c'était terrible. Et je me rappelle, Marco on a transporté Marco à l'hôpital. Et son téléphone était dans la chambre. Donc je lui ai dit, je vais faire signe à Marie-Louise. Donc j'ai pris son téléphone, j'ai composé le dernier numéro. Marie-Louise prend. Sa voix est d'abord douce. Après, elle se rend compte que c'est pas Marco. Elle dit, c'est qui? Je dis, c'est Ndo. Ah, Ndo, comment ça va? Il dit, ça va. Je lui ai dit que bon, il y a eu un petit problème là. Marco. Hein? Marco? J'ai dit, Marie-Louise, calme-toi d'abord.
Marco a eu un petit problème là aux entraînements, donc on a amené à l'hôpital pour Ouh! Ah! C'est comme si on avait enlevé le cœur de Marie-Louise. Je ne parlais plus. Marie-Louise a commencé à me poser 100 000 questions. Je lui dis que non, Marie-Louise, ça va, c'est pas si grave que ça. On est juste allé voir si faire du scanner, juste pour être sûr qu'il n'y a rien de grave. Ah non, non, non. Oh, Marie-Louise elle était, Elle était angoissée. oh, c'était terrible. Maintenant, moi, j'essaie de calmer que non, il faut, ne t'en fais pas. Il sera là dans 1 heure max. Et, tu pourras parler avec lui. Donc, c'est pas, non, il faut m'appeler c'était terrible. Donc, c'est là où j'ai pu faire la connaissance, j'ai pu parler avec Marie-Louise, parce qu'avant, c'était Marco qui disait, Marie-Louise t'a salué, tu vois, ou bien quand je saluais, je disais que, gars, salue-moi Marie-Louise. Donc là, vraiment, on a pu parler, et après ça, on a continué à parler. Une femme très forte, très forte, très forte. Ils étaient vraiment parfaits l'un pour l'autre. Mais aussi, j'ai compris, tu sais, tout ce qui me disait sur Marie-Louise, j'ai compris après qu'il soit parti. J'ai compris à quel point elle était forte. Extraordinaire. Extraordinaire. Parce que pour pouvoir avoir quelque chose comme ça, c'est terrible. Life, c'est terrible. Et combien elle était forte là-dedans. Jusqu'à présent, je pense qu'elle n'a même pas encore fait son deuil. Hein. Elle n'a pas encore fait son deuil parce que elle n'a pas cessé de se battre. Et il n'y a pas qu'elle. Même ses parents. Moi j'appelais, parce qu'il appelait son père le Pache, il appelait sa mère la Mâche, donc je les appelais pareil. Ils n'ont pas encore fait leur deuil. Tout le monde est passé à autre chose, ils n'ont pas encore fait leur deuil. Est-ce que tu peux nous parler de votre dernière conversation avant le drame? Je crois que je viens de signer en Chine. Oui. Et j'ai parlé à Marco, puisque je parlais à Marco avant de signer en Chine. Marco, avant la Chine même, Marco m'avait mis en contact avec quelqu'un pour jouer en Angleterre. Mais je suis arrivé en Angleterre et je n'avais pas pu avoir le permis de travail parce qu'il y avait encore une règle concernant l'équipe nationale pour le permis de travail. Je n'avais pas pu avoir le permis de travail. Donc, je suis parti en Chine. On se parlait presque chaque semaine. Et ce jour-là, un jour avant le match, on a discuté encore. C'était, tu sais, quand on discutait, c'était, ça partait dans tous les sens. Oui. Ça partait dans tous les sens. Donc, ce jour-là, ça part dans tous les sens. On rit, on se parle, on dit, allez, ok. Et puis maintenant, à la fin, il dit, ok, gars, bon, on s'appelle demain, on s'appelle après le match, puisqu'il jouait le lendemain, et puis on s'appelle après le match alors. Oui. Il dit, d'accord. J'avais pas regardé le match parce qu'en Chine, je crois, ça passait en Chine, ça passait, je crois, 2h, 3h du matin, quelque chose comme 1h du matin, je sais plus. Et j'avais entraînement le lendemain, donc, moi, je suis allé dormir. Et à 3h du matin, mon téléphone sonne. Oui. Et là, la personne me dit, gars, comment tu as vu ce qui s'est passé? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Il dit, tu as pas regardé le match? J'ai dit, non, je dors. Il dit, Marco est mort. J'ai dit, quoi? Il me dit, Marco est mort. Silence total. Et la personne qui m'a appelé, c'est pas quelqu'un qui fait les blagues, tu vois? Oui. J'ai dit, ça, c'est quoi ça? Je suis resté, ça dit, je me suis assis au bord du lit, je suis resté là. Je parlais plus. Maintenant, la personne aussi commence à s'inquiéter que, hey, peut-être que la nouvelle, si j'ai donné la nouvelle sur gars, si j'ai fini avec lui aussi. Peut-être que lui aussi il est tombé. Mais oui, parce que je parlais plus pendant 5 minutes.
Le gars, il parle, rien, il parle, rien. Personne ne répond. J'ai dit, ça, c'est quoi ça? Bien. Alors, ce que je fais, c'est, je ne parle pas à la télé. J'allume, je vais sur Internet juste pour lire. Et là, je vois, oui, il est mort. Mais même là, je n'étais pas convaincu. Même là, je n'étais pas convaincu. Alors, ce que je fais, c'est, j'appelle son numéro. J'appelle le numéro de Marco. Oui. Et, le gars, ça va au répondeur. Puisqu'il n'éteignait pas son téléphone. Ça va au répondeur. J'écoute sa voix, son répondeur. J'ai dit, ah oui, ok, d'accord. Tu sais, quand tu as un choc, tu perds même le sens même de la réalité. C'est-à-dire que parce que j'ai écouté sa voix au répondeur, je me suis dit, ah non, peut-être qu'il y a une chance, c'est pas sûr. Tu vois, non? Parce Oui. que, pour moi, c'est-à-dire que dans ma tête, c'était que, quand tu es mort, tout part avec toi. C'est-à-dire que j'ai perdu le sens de la réalité avec ça. Et j'écoute sa voix et dit, oh, ok, d'accord, ok, c'est bon. J'attends encore 10 minutes. Et puis je rappelle, ça sonne encore, répondeur. Je dis, ah, c'est sûr qu'il y a une chance. La troisième fois que j'ai appelé, c'est Marie-Louise qui a répondu. C'est là, elle m'a dit, il est parti. C'était très douloureux. Oh là là. C'était très douloureux. C'était très douloureux. Et mon club, je crois, on reprenait le championnat quelques jours après. Mon club n'a pas voulu que je parte. Ils n'ont pas voulu que je parte, mais ils m'ont donné 3-4 jours. Parce que je n'arrivais plus à m'entraîner. Parfois, j'étais sur le terrain, je commence à courir et puis je m'arrête. Ça dit que ma tête n'était plus là. C'était terrible. Et tu vois, c'est pour ça que je dis, Marie-Louise n'a pas eu le temps de faire son deuil. Les parents n'ont pas eu le temps. Son petit frère n'a pas eu le temps. Parce que tout est arrivé tellement vite que tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à présent, j'ai pas vu les images. Je ne peux même pas voir les images. Je ne suis même pas intéressé à les voir. C'est vraiment très dur, hein. Le plus important n'est pas le départ de Marco, parce que ça aurait été dommage que il n'ait pas pu utiliser les dons que Dieu lui avait donnés. Je crois que c'est un peu ça qui peut rendre ton départ difficile sur terre. Oui. Mais quand tu t'es battu, quand tu t'es donné à fond, quand tu as utilisé la plupart des dons que Dieu a mis en toi, parce que c'est difficile pour nous d'utiliser tous les dons qu'il met en nous, parce que nous ne savons même pas le nombre de dons qu'il met. Mais quand tu les as utilisés à fond, tu pars avec une joie incroyable. Et je crois que Marco, il a tout donné. Il a tout donné. Il a rendu les gens heureux. Il a donné de l'espoir aux gens. Tu sais, il y a une raison pourquoi jusqu'à présent, les gens se rappellent de lui. Donc, ce n'est pas le nombre d'années que tu passes sur terre qui importe, mais les fruits que tu produis. Oui. C'est ça qui est le plus important. Il n'y a pas quelque part où Jésus a dit que tu as une chance d'aller au paradis si tu atteins 70 ans ou 80 ou 90 ou 100. Non. Ce sont les fruits. Tu produis les fruits. Tu as ta place. Nous allons maintenant évoquer les répercussions du drame. Oui. Après la mort de Marco, une autre tragédie s'est jouée loin des caméras, des tensions au sein de sa famille, notamment avec sa veuve, Marie-Louise Ofoué. Oui. Qu'est-ce que tu en sais? Non, mais moi, je n'ai pas un problème avec les enfants de Dieu qui ne s'entendent pas par rapport à quelque chose. Parce qu'à un moment donné, parce que tous ont Dieu comme repère, chacun va revenir à de bons sentiments. Tu comprends? Oui.
Je crois qu'il faut comprendre ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Les parents ont perdu un fils et d'une façon tragique parce que c'était devant leurs yeux et devant des milliers de gens. Et Marie-Louise a perdu un mari, un ami et un conseiller. Un père aussi. Un père pour les enfants. C'était terrible. C'était terrible. Mais seulement elle n'avait pas le temps de pleurer. Parce il fallait gérer tout le reste. Il faut gérer les enfants. Il faut s'assurer que les enfants ne ressentent pas trop, ce qui s'est passé. Il faut. C'est pour ça que je dis, les deux parties n'ont pas fait leur deuil. Parce que comment tu veux que le Pache et la Mache puissent vivre après avoir subi quelque chose comme ça? Leur vie a changé. Leur vie a changé complètement. Alors sur quoi ils peuvent se raccrocher? Sur quoi? Comment tu vas leur expliquer que Dieu a donné, Dieu a repris? Parce que si ça arrivait que ce n'était pas aux yeux devant des millions, je dis des millions, si ce n'était pas devant des millions de spectateurs, peut-être ça allait être différent, mais ils l'ont vécu. Marie-Louise était au stade, je crois. Sa maman, la Mache, était au stade. Donc tout le monde l'a vécu en direct. Mais oui, vous le voyez tomber. Vous le voyez tomber. C'était terrible. Donc tout le reste, pour moi, je dis tout le reste, c'est juste gérer la douleur. Chacun gère la douleur différemment. Parce que les cicatrices que Marie-Louise a eues, personne ne voit. Parce que c'est interne. Personne ne voit. Mais c'est terrible. Les cicatrices que les parents ont eues, personne ne voit. Imagine que dans la journée, ça va. Et puis le soir, les parents doivent aller se coucher. Quand ils regardent le plafond, toi, ils pensent à quoi? Quand quelque chose arrive comme ça, on cherche sur quoi s'accrocher. Parce que c'est comme si on est en train de se noyer. Exactement. Alors, on peut se retrouver à faire certaines choses et à dire certaines choses qu'on ne pense même pas. Mais si ça nous donne un peu de réconfort, on s'y accroche. Mais comme je dis, quand les enfants de Dieu ont des problèmes, il y aura toujours la calmie à un moment donné. Mais je dis quand c'est difficile de comprendre l'autre, quand on souffre. Ce n'est pas quand on souffrait. Parce que non, la souffrance est encore là. Mais je dis encore, tout le monde est passé à autre chose. Mais pas eux. Mais pas eux. Il n'y a pas un jour qui passe que Marie-Louise ne pense pas à Marco. Il n'y a pas un jour. Et il n'y a pas un jour qui passe que les parents ne pensent pas à Marco. Donc tu vois que tous sont connectés dans le même réseau. Exactement, oui. Ils sont connectés dans le même réseau. Ils sont liés. Ils sont liés par une souffrance. Donc tous les détails des bruits qui se passent, ça ne m'inquiète pas. C'est juste, on cherche une bouée de sauvetage, mais à un moment donné, Jésus va apaiser le cœur de tout un chacun et tous vont comprendre que on s'est retrouvé autour d'une seule personne, c'est Marco. Si Marco n'avait pas été là, peut-être qu'il ne se serait jamais parlé, il ne se serait jamais connu. Mais là, c'est Marco. Et tu sais, Marco aimait beaucoup Jésus. Énormément. Oui. Je crois, c'est aussi pour ça qu'on s'est bien entendu. On avait cet amour commun pour Jésus. Combien c'est important de prier. Combien c'est important de comprendre que la souffrance n'est pas une malédiction. La souffrance, c'est un enseignement. Parce que la souffrance devient une malédiction lorsque tu rejettes Jésus.
Mais quand tu as Jésus, c'est un enseignement. Exactement. Donc, il y a eu pas mal de choses qui sont passées, qui sont dites. Des gens ont aussi exagéré, des gens ont... Parce que, tu sais, comme dans tous les cas, il y a ceux qui ont leurs intérêts. Il y a ceux qui ont l'intérêt que les parents et Marie-Louise ne s'entendent pas. Il y a des gens qui ont des intérêts et ils essaient de tout faire. Mais moi, je ne suis pas inquiet. Ouais, il y a les gens qui profitent de la faille. Mais évidemment, mais je dis encore, pour l'instant, il y a une douleur parce que ils n'ont pas fait leur deuil. Et la douleur est là. Mais le jour qu'ils feront leur deuil, tu vas voir, la relation sera complètement différente. Complètement différente. Mais ça prend du temps. On ne gère pas la douleur de la même façon. On ne gère pas la douleur de la même façon. Exactement. Chacun de nous a sa manière de gérer sa douleur. Et aussi, comme je dis, il y a des choses que des gens ne voient pas. Il y a des souffrances que les gens ne voient pas. Parce que la plupart du temps, on s'est pas mis dans la peau de Marie-Louise. De la même façon que certaines personnes ne sont pas mis dans la peau des parents. Mais quand vous avez la même source de bénédiction qui est Jésus, et vous avez le même réseau de connexion qui est Marco, vous allez finir par vous entendre. Parce que tu sais, la haine n'est pas éternelle. L'amour l'est. On peut se haïr pendant des années, mais ça va finir. La haine n'est pas éternelle. Donc, pour moi, comme j'ai toujours prié que un jour que les cœurs puissent s'apaiser, que la douleur de la perte de Marco puisse atténuer, parce que ça ne peut pas partir, mais que ça puisse atténuer. Oui. Et une fois qu'il y aura ça, il y aura de l'apaisement. Donc, je suis pas inquiet, pour dire la vérité. Marco a toujours été un homme de paix et je crois qu'il a apporté la paix. Il a permis à beaucoup de personnes d'expérimenter la paix, que ce soit par un conseil, que ce soit par une aide financière. Et tu sais, comme Jésus avait dit, même si tu donnes juste un verre d'eau à ceux qui sont dans le besoin, il ne va pas t'oublier. Donc, Jésus ne va pas oublier la famille de Marco. En parlant de paix, tu as souligné que Marco était un homme de paix. Alors, dirais-tu que c'est l'héritage le plus fort qu'il laisse derrière lui? Ben oui. La paix et la joie. Parce que pour le moment, tous ressentent de la douleur de ne plus avoir Marco dans leur vie. Mais ça, c'est toujours la première phase. Maintenant, la seconde phase, qui est la plus importante, c'est de célébrer, de remercier Jésus d'avoir pu, de leur avoir permis d'avoir Marco dans leur vie. Parce que quand tu ne peux plus changer quelque chose, tu dois voir ce qui t'apporte la joie et la paix. Et je crois, c'est pour ça que quand moi je parle de Marco, c'est en joie. C'est pas en douleur, c'est en joie. Il n'est plus là, mais c'est en joie. La joie et la paix qu'il a apporté à certaines familles. Jésus ne peut pas, maintenant que sa famille en a besoin, il ne peut pas dire, ah non, je ne peux pas faire ça. Non, il va le faire. Même par force, hein, Jésus, même par force. Mais je ne te force pas. Hein. Mais bon. Je te force pas, parce que tu sais quand tu dois le faire. Mais quand tu le feras, ce sera une grande joie. Ce sera une grande joie. Parce que tous ont joué un rôle incroyable dans la vie de Marco. Tous ont apporté quelque chose à Marco. Que ce soit Marie-Louise, que ce soit les parents, et puis le petit frère de Marco aussi. Tous ont apporté quelque chose à Marco. Et je pourrais même dire encore plus. La belle famille de Marco, je voyais souvent ses belles-sœurs. Elles avaient un amour pour Marco incroyable. Je prends aussi la famille paternelle de Marco, maternelle, les cousins. Mais ils avaient, Marco pour eux, c'était vraiment, c'est-à-dire, il avait un cœur incroyable.
Et il défendait, c'était un trésor pour eux. Il le défendait. Tu sais, une fois, on avait un match à l'équipe nationale, après il fallait que je rentre. Et avec Marco, on avait prévu que bon, avant de rentrer, on va se voir et tout. Et mais je n'étais pas encore sûr. Donc je lui ai dit que bon gars, tu sais, je saurai un peu plus demain quand est-ce que je vais monter. Si c'est que je monte le lendemain, je serai obligé de venir te voir. Donc dans tous les cas, je vais passer chez toi à 22 heures. Parce que j'avais d'abord pas mal de choses à faire. Donc je lui ai dit bon, je passe chez toi à 22 heures. Je crois qu'à 22 heures, il n'y a plus du monde chez toi et puis je suis libre aussi. Donc, on se voit à 22 heures et puis j'en saurai un peu plus. J'arrive chez Marco à 22 heures. Je dis, je trouve deux gars au portail. Je dis bonsoir. Il y a un seul qui me répond bonsoir. Je dis, je peux voir Marco? Marco dort déjà. Je lui ai dit que mais j'ai rendez-vous avec lui à 22 heures. Ouais, je t'ai dit Marco dort déjà. Il dit toi-même c'est encore qui? Il dit Sendo. Oh. Après je lui ai dit encore. Mais le problème, c'est que la dernière fois que j'ai parlé à Marco, je lui avais dit que si, comme je n'étais pas sûr quand est-ce que je voyage, et comme je voyage demain, donc il faut que je le voie. Le gars me dit, bon voyage. Je lui dis, merci. Je rentre à la maison. J'ai pas vu Marco. Je rentre à la maison. Le lendemain, je crois 7h, 7h30, Marco atterrit à la maison. Le gars me dit, hey, gars, vraiment, la femme, je suis désolé. Ça dit, c'est mon oncle. C'est après qu'il vient me dire que Iando, qui était là. Quand je cours encore là, tu n'étais plus dehors. Ouais, vraiment, mon frère, je suis désolé. J'avais oublié de dire à mon oncle que Gando arrive. Je lui ai dit que gars, il n'y a pas de problème. Et après, il me dit que, hey, la femme, toi, ta bouche là, c'est seulement avec moi, hein. Donc, tu ne pouvais pas forcer pour entrer. Je lui ai dit que mon frère, tu as vu la carrure de ton oncle. Le gars est comme un baobab, mon frère. Ça dit que mais une de ses mains prend ma main 2 fois. Quand le gars là te dit bonne nuit, mon frère, dégage. Marco, pour eux, c'était vraiment... c'était un trésor pour eux. Ils le défendaient. En fait, c'était un héros. Je ne dirais même pas un héros, c'était un trésor. C'était un trésor. Et quand vous perdez un trésor comme ça, il faut avoir une foi incroyable. Je voulais même dire une foi à la Vierge Marie. La Vierge Marie a vu comment on fouettait son fils. Elle n'a rien dit. Mais elle avait tellement confiance en Dieu qu'elle s'est dit, c'est pour ça que mon fils est venu. Et pour moi, c'est ça l'enseignement. Personne ne peut me dire que Marco est venu pour rester pendant 50, 60 ans. Personne ne peut l'affirmer. C'est difficile d'enterrer un enfant. C'est difficile d'enterrer un mari. Parce que quand Marie-Louise, quand Marco épousait Marie-Louise, ce n'était pas pour 1 an ou 2 ans ou 3 ans ou 4 ans. Ils avaient des projets quand ils vont vieillir. Quand on va vieillir, où est-ce qu'on va rester? Et comme, tu sais, il y a quelque chose que Marie-Louise m'avait dit un jour. Marco était encore en vie. C'était après 98, quand elle s'était fait mal. On avait eu une discussion et elle m'a dit,
Tu sais, moi, parce que je lui ai demandé que, Marie-Louise, façon que tu avais paniqué là, tu m'as fait peur. C'est-à-dire que je me contrôlais, mais moi, j'avais peur que toi-même tu puisses avoir une crise cardiaque. Parce que la façon que tu fais, elle m'a dit, la chose la plus importante pour moi, c'est que je sois à côté de Marco. Que Marco soit riche, qu'il ne soit pas riche, c'est pas mon problème. Si Marco décide maintenant que, tu sais quoi, on va aller rester au Cameroun, on va faire les champs, j'irai faire les champs avec plaisir. Alors, quand tu vois une femme qui perd quelqu'un comme ça, et elle doit se lever chaque matin, ça dit que son rêve, c'est parti. Chaque matin, elle doit se lever. Mais elle n'a pas le temps de pleurer sur elle-même, parce qu'elle doit gérer d'autres responsabilités. C'est difficile. Parce que je souhaiterais bien que Dieu puisse lui donner un temps. Que Jésus puisse lui donner un petit temps. Pour qu'elle puisse évacuer, qu'elle puisse pleurer. Tout ça sorte. Mais il n'y a pas le temps. Parce qu'il y a toujours des responsabilités à faire. Il y a des enfants. Il y a. Parce que il y a une partie des responsabilités que Marco avait, que Marie lui a hérité. Tu comprends? Oui. Et elle ne peut pas s'arrêter, elle doit continuer. Et la même chose avec les parents. C'est très difficile. Donc, quand quelqu'un vient parler de cette douleur-là, et la personne ne comprend pas les enjeux qu'il y a, tu ne vas jamais aider. En fait, tu vas dégrader la situation. Quand tu vois certains problèmes, c'est un cri de douleur. C'est un cri de douleur. Ils ont mal. Et maintenant, au lieu d'apaiser les cœurs des uns et des autres, certains ont voulu profiter pour faire autre chose. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, moi, je n'ai pas d'appréhension, je n'ai pas de problème avec ce qui se passe. C'est les enfants de Dieu ont souvent des mésententes. Mais à un moment donné, la paix revient parce que la haine n'est pas éternelle. Qu'importe le mal qu'il y a, qu'importe, la haine n'est pas éternelle. La seule chose qui est éternelle, c'est l'amour. Marco a réalisé des choses incroyables. Et c'était quelqu'un qui adorait la vie. Un jour, nous sommes au Mali. Et on nous donne des appartements. Chaque appartement avec un policier. Et il y avait 2 chambres. Et on était 2 par chambre. Mais dans notre appartement, il n'y avait que Marco et moi, plus le policier qui était avec nous. Donc, on entre et là on constate, ok, voilà, il y a 2 chambres et on a vu la chambre que nous on voulait. La chambre avait un seul lit. L'autre chambre avait 2 lits. Donc, on s'est dit, gars, il n'y a personne ici, on va poser un lit là-bas et puis nous on prend les 2 lits. On a mis le seul lit dans notre chambre, on a pris les 2 lits. Maintenant, le policier, pendant que nous on faisait ça, le gars lui s'est assis. Il s'est assis au salon, il a commencé à regarder lui sa télé en paix. Marco regarde le gars. Marco me dit que, Big Joe, j'ai dit, hein, il est venu nous protéger ou bien c'est nous qui le protégeons? Donc, Marco me dit que, gars, bon, tu sais quoi? On va pas se lever là pour aller regarder la télé, pour regarder les matchs au salon. Maintenant, le policier sort. Je ne sais pas où il est parti à la cuisine. Marco m'appelle. Big Joe, viens. Je vois, Marco est déjà en train de débrancher la télé. Marco débranche la télé. Il me dit, porte la table. Je porte la table, j'amène dans la chambre, il pose la télé dans la chambre. Après, je vois le policier arriver. Le policier regarde, il dit que
C'est comme s'il était dans un autre appartement. Il dit que, mais, dans sa tête, hein, ses yeux, il dit que, mais, je n'ai pas laissé la télé ici. Le gars, il regarde. Maintenant, il a compris que, gars, on a récupéré la télé. La télé, oui. Le gars ne savait pas quoi faire. Il a seulement laissé. Et puis, un autre jour, nous sommes allés dans une autre ville. Je crois que c'était au Mali. Nous sommes allés dans une autre ville. Et dans la ville, c'était les maisons. Donc, il y avait combien? Il y avait, je crois, 4 chambres. Donc, il y avait 8 joueurs par maison. On vient nous dire que il y a un incendie qui veut se déclencher quelque part parce que je crois que les poteaux électriques là, c'était en train de faire le bruit comme si ça allait exploser, tu vois. Oui. Dès qu'on a dit ça, hey, la rapidité que Marco est sorti. Le gars, il n'a pris que son ordinateur portable, Oui. téléphone, dehors. Marco est dehors. C'est dehors là qu'il appelle. Big Joe, sors. Sors, hein. Sors. Quand quelque chose va arriver, moi je vais aller dire au papa que je t'avais dit de sortir. Parce que quand papa va me demander que pourquoi il est resté dedans, je t'avais dit de sortir. Tu n'as pas voulu. J'ai dit sors. Moi, qu'est-ce que je fais? Vu que j'ai vu où ça allait se passer, j'ai dit ok, d'accord. Même si ça déclenche là, le temps que ça arrive, on a le temps. Moi, j'ai commencé à faire tous nos sacs pour amener dehors, tu vois. Oui. Je porte le sac, je mets dehors. Il me dit, n'ancre plus là-bas. Je porte tous les sacs. J'ai amené tous les sacs dehors. Et les autres gars sont sortis sans leur sac. Après, les gars commencent à lui dire que, gars, hey, Marco, tu as bien fait hein, de sortir les sacs, ça c'est bien. Il dit, ah, c'est ce que je disais, Ando, non? Il faut pas qu'on laisse des sacs. Il faut pas qu'on laisse des sacs dedans. Je lui ai dit que quoi? Il me dit oui. Ndo voulait sortir. Je lui ai dit non, il faut qu'on porte tous les sacs. Incroyable. Donc, quand tu vois cette dynamique-là, et puis, tu sais, après les entraînements, il fallait faire la lessive. Et on faisait la lessive partout. C'est-à-dire que lui, il lave les habits aujourd'hui, moi, je vais laver demain, il lave aujourd'hui, je vais laver demain. D'une humilité incroyable. Vraiment incroyable, hein? On finit la séance d'entraînement, je mets mes équipements, il lave, le lendemain, je lave, après, c'était comme ça. Incroyable. Parfois, quand j'appelais Marco et qu'il est dans la voiture, donc il fallait qu'il mette le haut-parleur, tu vois. Oui. Et moi, quand je l'appelais, allez, on partait seulement en vrille une fois. Atara, c'est comment, machin? Ça commence à crier de partout. Tu vois, non? C'était comme ça. Ça criait de partout. Ça dit qu'on partait en vrille. C'est-à-dire que, et, une fois j'appelle, je commence là. Je sens que Marco il veut, mais il arrête un peu. Bon. Je lui ai dit que gars, parce que je partais aux entraînements, il dit que gars, on s'appelle après les entraînements et tout. Ok. Et, après l'entraînement, il m'appelle. Il me dit que gars, Marie-Louise était dans la voiture avec les enfants et tout le monde. Donc, quand tu as vu que j'étais réticent là et tout, bon. Je lui ai dit qu'ok, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit que bon, maintenant, pour savoir quelle est la température, quand je vais t'appeler, je vais te poser la question si tu es sur Canal Plus ou bien si tu es sur TF1. Tu vois? Parce que Canal Plus, mais oui, Canal Plus était codé. TF1, c'est public. Donc, s'il y a les gens dans la voiture, tu me dis Canal Plus, et c'est que bon, il faut que j'aille mollo. Une fois j'ai appelé, Marie-Louise était même dans la voiture. Gars, c'est comment? Je demande, hein, tu as regardé le match là sur TF1, sur Canal Plus? Il me dit sur Canal Plus. Je dis ok, d'accord.
c'est là où tu sais que bon, tu ne peux pas dégamer. Mais, dès qu'il dit TF1, ah non, c'est la porte ouverte. Allez, on lance, c'est parti. Non. On avait de la joie à se parler. Et il y avait aussi une chose qu'il aimait faire. Il aimait appeler mon répondeur. Tu sais pourquoi? Non, pourquoi? J'avais une messagerie. Tu sais, c'était encore comment là? Même le papa a suivi ça un jour. Il était mort de rire. C'était encore quoi? Ah oui. La messagerie, c'était Masaki, mane message. Masiki, mane message. C'était ça la sonnerie. C'était ça ma messagerie. Et Marco savait que j'étais aux entraînements. Le gars, il appelle la messagerie. Il commence à rire, il rit. Il rit fatigué. Il dit, Marco va rire, il va rire. Et quand il finit de rire, toujours, quand il finit de rire, il m'envoie la chanson de, comment il s'appelle encore? Sambacho. Il m'envoyait toujours le petit extrait là. Andondo, malabetove, toujours. Il finit de rire, il envoie la chanson. Ah, ben c'était un plaisir. C'était toujours un plaisir de causer avec Marco. C'était un plaisir. Et tu sais, comme je dis, j'espère, parce que bon, tu sais, parfois on peut pas supposer des choses, mais j'espère que Jésus a été fier de ce qu'il a pu faire sur terre, de ce que Marco a pu réaliser sur terre. Et quand je dis réaliser, c'est toujours en termes de paix, en termes de joie, donner de la joie aux autres, donner de la paix, donner de l'espérance. Parce que c'est ça. Oui. Quel message aimerais-tu adresser à sa famille, à ses enfants ou aux supporters camerounais? Non, je ne pense pas que ce soit un message, parce que bon, si j'ai un message à passer à la famille, je sais où ils sont. Mais pour moi, c'est une joie de dire que j'ai connu Marco. Et je crois que c'est pareil pour Marie-Louise, c'est pareil pour le Pache et la Mâche ou pour son frère. Tu sais, quand tu as connu quelqu'un qui a marqué ta vie, tu as une joie, tu as un plaisir à parler de lui. Oui. Et pour moi, c'est ça. Tous ceux qui ont rencontré Marco, tous ces joueurs qui ont côtoyé Marco, ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir. C'est un homme intègre. C'est quelqu'un qui a toujours fait ce qui était bien pour la famille, que ce soit famille biologique, que ce soit famille qu'il a créée, que ce soit famille footballistique, que ce soit famille amicale. Il avait un très grand cœur. Il avait un très grand cœur. Et je crois que c'est quelqu'un qu'on doit célébrer. Moi, je parle pas en tant que l'équipe nationale, ou je parle en termes de famille. C'est quelqu'un qu'on doit célébrer. Comme on dit dans la Bible, il y a un temps pour chaque chose. Et je pense que le temps de la guerre est passé. Maintenant, c'est le temps de la célébration. Parce que il faudrait pas que l'héritage qui va rester soit seulement la mésentente qu'il y a eu. Je crois que dans toutes les familles, il y a des mésententes. Mais les familles qui sont ancrées profondément dans le Christ ont plus de chances de tenir. Comme Jésus lui-même a dit, celui qui construit sur du roc, qu'importe les tempêtes, sa maison va tenir. Et Marco avait construit sur du roc. Il avait construit sur du roc. Donc les tempêtes sont violentes, mais la maison va tenir. Ce qu'il a fait
les services qu'il a rendus à Jésus ne seront pas oubliés. Donc moi, j'ai un très grand espoir qu'un jour nous allons célébrer Marco comme il se doit, tous ensemble comme il se doit. C'est nous qui ne savons pas apprécier le temps. C'est nous qui ne comprenons pas que Dieu, lui, a tout son temps. Nous n'en avons pas. C'est nous qui ne comprenons pas. Et nous, personnellement, je suis pas là pour lui dire, je lui ai jamais posé la question, Jésus, pourquoi tu as pris Marco? Moi, je questionne pas Jésus. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut. Moi, j'étais pas là quand il a créé Marco pour que je sache que il avait donné Marco tant d'années. Non. Il fait ce qu'il veut avec ses créatures. Moi, tout ce que je fais, c'est comme je lui ai toujours dit, tout ce qu'il fait est bon. Tout ce que Jésus fait est bon. Et s'il a rappelé Marco, il sait pourquoi. Maintenant, en tant qu'être humain, oui, on a mal. Oui, on gère les douleurs différemment. Mais quand tu as construit sur du roc, qu'importe les tempêtes, ça va tenir. Et je sais que la maison que Marco a construite sur du roc dans sa famille, qu'importe les tempêtes, qu'importe les dissensions, un jour tu vas voir tout ce monde-là, que ce soit Marie-Louise, Lepage, Lamache et tous ceux qui, pour l'instant, ne vivent dans cette douleur-là, un jour la douleur va disparaître. Un jour la douleur, même pas disparaître, mais la douleur va s'atténuer. Et une fois que la douleur s'atténue, c'est la joie qui remonte parce que la douleur compresse la joie. Tu peux pas avoir les deux. Oui. En même temps. Exactement. Alors la douleur compresse la joie. Parce que c'est ça, la joie c'est un peu comme une petite lumière dans l'obscurité. Comme c'est une métaphore que la rubrique Catherine aime bien. C'est ça la joie. C'est une petite lumière. Et c'est une petite lumière qui ne s'éteint jamais. Parce qu'on a tous besoin de la joie pour mieux vivre. Pour mieux vivre, on a besoin de la joie. Et c'est pour ça que j'ai espoir qu'un jour, lorsque la douleur va s'atténuer, la joie va reprendre son cours. Et tu sais, c'est que j'ai appris quelque chose avec Jésus, c'est que quand ça reprend son cours, c'est comme si ça ne s'est jamais arrêté. Une fois que la joie va reprendre son cours, c'est comme si ça ne s'était jamais arrêté, comme s'il n'y avait jamais rien eu. Marco a laissé une très grande famille. Ce sont des gens merveilleux, mais qui ressentent une douleur que nous, on ne peut pas comprendre. Tu sais, Pierre avait demandé à Jésus, qu'est-ce que nous, on aura si on quitte tout pour toi? Il leur a donné une garantie, si vous quittez tout pour moi, vous aurez tout, même bien plus que vous ne pouvez imaginer. C'est pour ça que je dis à un moment donné, tout le monde, tous ceux qui ont toujours été proches de Marco vont revenir à des sentiments où on va donner la douleur à Jésus. Que bon, voilà, j'ai essayé de garder la douleur, j'ai essayé de porter la douleur, mais c'est un peu chaud. Alors je te donne cette douleur-là. S'il te plaît, donne-moi la joie. Et là, on va commencer à célébrer Marco. Ce sera une joie énorme que on a eu quelqu'un ici de spécial. Et sa mémoire sera célébrée. Ses œuvres seront connues. Merci pour ces mots. Merci pour ce vibrant hommage. Nous arrivons au terme de cet épisode de notre podcast. Marc Vivien Fouet n'était pas qu'un joueur, il était un symbole. À travers les mots de Joseph Ndo, nous avons touché du doigt l'homme derrière la légende. Marc vit toujours dans nos cœurs, nos souvenirs et sur chaque terrain qu'il a marqué de son empreinte. Merci de nous avoir écoutés. Merci à toi, Joseph Ndo. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de la rubrique Catherine Podcast. Souvenons-nous et honorons nos héros.
Il faut aussi avouer que le gars n'était pas un bon danseur. Hein. Il n'avait que 2 piches. Ouais, 2 le piches, podcast c'est est tout ce fini. qu'il avait. Le podcast Quand est ça va fini. vite, il va vite. Il n'était pas un bon danseur, mais le gars pensait qu'il savait danser grave. Un jour, je vais te montrer comment il dansait. Ok.